Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, une semaine qui redémarre avec toujours une ambiance pesante d'aversion pour le risque, malgré la semaine de stabilisation qu'on a connue sur les indices actions en Europe et aux États-Unis la semaine dernière. On sent que les fragilités sont toujours plus que jamais présentes avec une baisse de l'ordre de 1% à mi-séance pour les indices actions en Europe. Vous aurez le détail complet dans un instant avec Alix Nguyen. Semaine qui sera importante sur le plan des données macroéconomiques. Avant les prochaines réunions de Banque centrale, à partir de la semaine prochaine, nous prendrons connaissance demain du moral des investisseurs allemands pour le mois de juillet à travers l'indice ZOO et puis des données plus fondamentales peut-être en milieu de semaine avec mercredi notamment la publication de l'inflation américaine pour le mois de juin. On attend un chiffre encore peut-être un peu plus élevé que le mois précédent pour l'inflation headline, mais l'inflation sous-jacente devrait peut-être confirmer une certaine décélération, une inflation sous-jacente sur un an qui est attendue à moins de 6% aux États-Unis, quand elle avait marqué un pic au mois de mars à 6,5%. On verra si cette tendance se confirme. Publication donc de l'inflation US mercredi, et puis vendredi, c'est la Chine qui sera à l'honneur avec une série de données économiques, à commencer par l'estimation de la croissance économique pour le deuxième trimestre qui aura été marqué évidemment par une politique sanitaire très restrictive en Chine, donc pas grand-chose de bon à attendre de ce point de vue-là, mais on surveillera les données spécifiques au mois de juin, que ce soit en matière de production industrielle, de vente au détail ou de déploiement des investissements. Le mois de juin qui est censé être un mois de redémarrage de l'activité économique en Chine. Ces données seront donc publiées ce vendredi. Et puis pour la partie microéconomique, les premiers résultats des entreprises pour le deuxième trimestre avec le secteur bancaire américain qui sera à l'honneur cette semaine. À partir de jeudi et vendredi, nous aurons les publications de JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo ou encore BlackRock dans le monde de la gestion d'actifs. Voilà pour le programme de la semaine et le plan de trading, bien sûr, maintenu en ce début de semaine avec Christian Sanson qui sera avec nous, le responsable des formations de Bourse Direct, à suivre dans un instant. Mais d'abord, une semaine qui commence avec une rechute des indices actions en Europe à mi-séance. Les infos clés avec Alix Nguyen. Les principales bourses européennes reculent. L'inquiétude domine toujours après l'annonce de nouvelles restrictions sanitaires en Chine. Sans trop de surprise, les valeurs du luxe en font les frais. LVMH et Kering sont en nette baisse. On remarque aussi que les grandes valeurs cycliques endurent la crainte d'une coupure totale des approvisionnements en gaz. Le gazoduc Nord Stream 1 se trouve fermé à partir d'aujourd'hui pour des opérations de maintenance. Celle-ci devrait durer une semaine. ArcelorMittal, Saint-Gobain et Alstom chutent. On remarque que le combo Fed plus agressive et crainte de récession, notamment en Europe, constitue un soutien de la devise américaine. Le dollar continue de se renforcer face à l'euro. À cet effet, les craintes de dégradation de l'économie affectent les banques. Le danois Danske Bank a révisé en baisse sa prévision de bénéfices pour l'ensemble de l'exercice du fait de la remontée rapide des taux d'intérêt et des conditions difficiles de marché financier. À Paris, BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale reculent. S'agissant de l'agenda de la semaine, mercredi, le marché suivra avec attention l'évolution des prix à la consommation aux États-Unis en juin. Vendredi, la composante des anticipations d'inflation de l'enquête de l'Université du Michigan sera également scrutée de près. La saison des résultats du deuxième trimestre débutera jeudi avec les comptes des grandes banques américaines comme JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup et Wells Fargo. On termine avec un focus sur quelques valeurs à suivre aujourd'hui. STMicroelectronics et Global Foundries ont annoncé la création d'une nouvelle usine de semi-conducteurs en France. Il s'agirait selon les deux groupes d'un investissement de plusieurs milliards d'euros qui bénéficiera du soutien de l'État. Et puis Airbus annonce avoir livré 295 appareils sur les 6 premiers mois de l'année et avoir remporté 259 commandes nettes sur la période. Tendance, mon ami, 2 fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart.
Pour bien démarrer cette nouvelle semaine, 28e semaine de cette année 2022, le plan de trading avec les équipes de Bourse Direct. Et ravi de retrouver Christian Sanson à mes côtés en plateau. Bonjour Christian. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le responsable des formations de Bourse Direct. Allons-y effectivement avec une série de graphiques qui permettent de faire un état des lieux de la situation des différents marchés, des différents actifs, en commençant peut-être par le mouvement le plus spectaculaire des derniers jours et des dernières semaines, la parité euro-dollar au plus bas depuis une génération. On le raconte depuis plusieurs jours maintenant. On est proche de la parité quasi parfaite entre l'euro et le dollar. Il faut comprendre surtout que la force du dollar ne se dément toujours pas malgré un trade qui est surpuissant depuis des mois et des mois maintenant, Christian. Des mois et même des années, puisque quand on prend le graphique depuis 2008, en fait, la tendance est baissière. Et puis là, c'est vrai qu'on atteint vraiment les fonds. Tout le monde pense, c'est vrai, que la parité pourrait être mise en danger. Je pense que c'est vrai, on n'est pas très très loin. Cette tendance baissière, un objectif théorique, si jamais vraiment ça venait accélérer, on pourrait aller jusqu'à sous les 0,90. C'est vraiment la tendance, comme on appelle le support de trend baissier sur l'euro-dollar. En fait, on a une impulsion baissière qui a eu lieu au mois de 2014, de 1,40 à 1,10 à peu près. Bon, mais quand on reporte un petit peu cette impulsion baissière, ça nous mènerait à ce cours-là. Alors, bien évidemment, la parité sera sûrement défendue. Ça va dépendre aussi de ce que vont faire les banques centrales. Défendue pourquoi ? Parce que c'est un symbole ? Non, mais enfin. Oui, c'est un symbole. Je veux dire, c'est vous le technicien, mais techniquement, la parité, ça correspond à rien d'autre qu'un symbole. Oui, c'est un symbole. C'est simplement un symbole. En général, tous les chiffres ronds, comme ça, on essaie de les défendre. Mais bon, voilà, après. Mais la bataille n'est pas forcément autour du 1 pour 1 spécifiquement. Non. Alors, c'est vrai que bon, pour les entreprises qui exportent, bon, c'est très bien, mais le problème, c'est que pour celles qui importent, c'est pas bien du tout. Et puis voilà. Bon, puis bien évidemment, tous les autres actifs sont également liés au dollar. Et donc, un dollar qui ne cesse de monter comme ça, ça freine aussi la consommation, ça freine tout un tas de choses. Voilà, d'ailleurs, ça se retrouve un petit peu sur d'autres actifs, quoi. Mais malgré le fait que ce trade puisse être surpeuplé, comme on dit, parce que le long dollar, effectivement, il est quand même visible depuis un moment, tout le monde a eu le temps de monter dans le train, vous dites, il n'y a aucun signal de renversement ou d'épuisement de cette tendance à ce stade. Pour l'instant, non. Il faudrait qu'à la rigueur, la BCE fasse intervienne, on va dire, massivement, ou du moins soit claire et nette et précise. Mais sinon, il n'y a pas de... Chaque fois qu'il y a un rebond, chaque fois derrière, on part plus bas. Et en plus, c'est vrai qu'avec toutes les tensions qu'il y a en Ukraine, etc., un peu partout, voilà, valeur refuge, et puis les investisseurs vont chercher du dollar. Bon, effectivement, rendez-vous avec la Banque Centrale Européenne la semaine prochaine, le 21 juillet, pour le prochain meeting du Conseil des gouverneurs de la BCE. Si on en vient au pétrole, intéressant de noter effectivement que le pétrole, lui aussi, commence à consolider. Alors ça se fait un peu en dents de scie, mais on est quand même déjà peut-être 15-20% en dessous des sommets qu'on a pu atteindre au cours de cette année. C'est la bonne nouvelle pour les consommateurs, on va dire. Espérons que cette tendance continue, parce qu'on peut voir à l'écran, on est sorti de cette fameuse tendance haussière il y a quelques semaines, quelques mois, et maintenant on s'est bien installé dans une tendance baissière. D'ailleurs, encore tout à l'heure, le WTI perdait un peu plus de 2%. Alors c'est vrai que à chaque fois qu'il y a un problème avec l'Ukraine, ça réagit, etc. Mais pour l'instant, comme vous l'aviez souligné tout à l'heure, on est loin, quand même un peu loin des hauts. Et tant mieux pour les consommateurs. Espérons que cela continue. Donc l'objectif est autour, on le voit à l'écran, un beau support juste au-dessus des $90. S'il y avait une petite panique, on irait légèrement en dessous. Mais ce serait déjà bien. Au moins, on aurait retracé 50% du gros mouvement haussier. Maintenant, voilà, on n'est pas à l'abri d'un problème russe ou etc. qui ferait que. Mais pour l'instant, voilà, on va espérer que ça reste dans ce range-là pour justement que la vie coûte moins cher pour nos concitoyens. Oui, bien sûr, c'est un marqueur inflationniste et effectivement voir une détente. Alors sur le pétrole, mais sur l'ensemble des matières premières, il faut le dire. Alors c'est vrai qu'on parle des matières premières en général aujourd'hui pour dire qu'elles ont des prix très élevés, mais quand on regarde le marché qui anticipe lui certaines choses,
choses. On voit un retracement du pétrole, on l'a vu sur le cuivre également, sur d'autres types de matières premières qui effectivement dont les prix ont été affectés par la très forte demande et en face de cela des problèmes d'offres qui semblent, au regard du compartiment matières premières, se détendre un petit peu aujourd'hui. Pour réinverser la tendance, il faudrait qu'on repasse au-dessus très rapidement de cette fameuse droite de résistance autour des $110. Mais même encore derrière, et encore les 115 à franchir, pour l'instant, on est bien installé dans ce train baissier. Et tant mieux. Oui, bien sûr, ce qui correspond aux interrogations du marché vis-à-vis de la croissance et des perspectives de croissance pour demain. Où en est-on des indices actions, Christian? Et si on prend le premier d'entre eux, la référence mondiale, qui est le S&P 500 aux États-Unis? Le S&P 500 nous a fait une figure de retournement à la baisse qui n'est pas très belle. C'est une des pires qu'il existe en bourse. C'est ce qu'on appelle une épaule tête-épaule. La ligne de coup, c'est 4002. Donc, on a cassé cette ligne, on a fait un pullback dessus. Et on est donc maintenant en tendance baissière. J'ai triché peut-être un tout petit peu sur la tendance. Je suis parti par les points bas, j'aurais pu la prendre par les points hauts. Mais voilà, on se dirige, on va dire tranquillement, doucement, vers la zone des 3004. On va voir si on ira ou pas. Mais de toute façon, si on y va quand même, ce sera un bon retracement puisque c'est 61,8 de Fibonacci. Oui. Entre 3003 et 3004, c'est quand même un très très fort niveau. D'accord. Si on y va, il faudrait qu'il tienne, bien évidemment, parce que si jamais, malheureusement, il venait à casser pour une raison X ou Y, ça nous amènerait en bas des points Covid. Mais normalement, il est quand même très, très fort. Après, et ce retracement, cet objectif, ce retracement de Fibo, là, ça peut être considéré comme un objectif, effectivement, pour certains intervenants. Oui, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont... il y a toujours les 50%, on y est. Celui-là, il est un peu plus fort, mais parce qu'après, il n'y a rien. Après, si jamais celui-là, il ne tient pas, c'est direct 2002. Ouais. Et donc, il faudrait qu'il y ait peut-être quelque chose à l'extérieur. Je ne sais pas. Mais pour l'instant, on est dans ce train baissier, un peu comme on vous avait dit, sur tous les actifs. Et en plus, le point commun, c'est qu'ils étaient tous au point haut début 2022, fin 2021. Bien sûr. Et là, même les taux français, c'est pareil, tout se retourne un petit peu. On est en tendance baissière, voilà, malheureusement, c'est ça. Et ce qui est intéressant, c'est que ce retracement de Fibonacci 61,8%, 3003, 3004, on le voit bien sur votre graphique. Ça nous ramènerait sur les, quasiment sur les plus hauts de la fin de l'année. Juste avant Covid. Oui, c'est ça, d'avant Covid. Et puis ce serait ça, parce qu'un marché qui monte, c'est bien, mais pour que la hausse soit saine, il faut quand même que ça consolide. Et c'est vrai que jusqu'à présent, les marchés n'ont pas eu l'habitude de consolider. Et donc, là, ça consolide, peut-être un peu violemment, c'est vrai, mais c'est nécessaire. Ouais. Comment est-ce que la situation se traduit pour l'indice parisien CAC 40, Christian? Le CAC 40, c'est un petit copier-coller avec le Standard & Poor's 500, sauf qu'on résiste mieux. Puisque le Standard & Poor's 500, il est plus bas. Nous, on a cette zone des 5735 là, qui sert vraiment de point d'appui. C'était le point bas de la guerre quand la Russie envahit l'Ukraine. Et donc, on rebondit. C'est vrai qu'il y a de la volatilité, donc les rebonds sont violents. Mais encore une fois, on est en tendance baissière. Et donc, en fait, en tendance baissière, tout rebond est mis à profit pour vendre. C'est juste l'inverse de la tendance haussière où là, tous les retours sont mis à profit pour venir acheter. Là, on est sorti, on est en tendance baissière. C'est pas vraiment une épaule tête-épaule, mais on a fait un double sommet. Le support, c'est 1735. Ça dépendra bien sûr de ce que font les Américains. Mais si les Américains voient 3004, nous, on va à 5002 ou 5190. Ça correspondrait également, alors là, au milieu du Covid. Ce serait quand même un point assez important. Voilà. Maintenant, on verra ce qui va se passer dans les jours et semaines qui viennent. Bon, on verra si la séquence de publication de résultats permet au marché ou d'appuyer sur la tendance baissière ou peut-être de se stabiliser, voire de partir pour un rebond un peu conséquent. Les premiers résultats commenceront cette semaine et les 15 prochains jours seront chargés en matière de publication microéconomique. Autant vous dire quand même que les investisseurs attendent avec un peu de prudence cette saison de résultats. Il y a beaucoup de vents contraires pour les entreprises. Donc c'est pas évident que ce soit une saison d'excellentes surprises du point de vue du marché. Il y a encore pas mal d'analystes ou du moins qui sont peut-être encore un peu optimistes. Sur la progression des bénéfices. Sur la progression des bénéfices. Comme ils étaient très
très pessimiste pendant le Covid. Et après, en fait, tout le monde a été pris un petit peu de court. Voilà, donc c'est vrai que quand on écoute à gauche, à droite, il pourrait y avoir quelques surprises. Voilà, quelques mauvaises surprises. On suivra ça, effectivement, warning, et puis le risque sur les marges, voire sur les chiffres d'affaires, si la demande finale commence à s'affaiblir aujourd'hui. Terminons avec le Bitcoin, pour dire un mot quand même du compartiment des cryptoactifs. Christian, où en est-on ? Voilà, graphique, magnifique, beau, double sommet, et comme tous les autres actifs, en tendance baissière. Gros support, on n'est pas loin, on essaye de le sauver, vous voyez, à 18 850 $. C'était le point haut d'il y a quelques années. Après, il y aura 12 240 $. Là, c'est vraiment un point très important, sinon c'est le plus bas. Mais on est toujours en tendance baissière, et bien évidemment, c'est un actif très très volatile. Donc, les mouvements sont violents, mais depuis des mois et des mois. Alors, on va sauver 50 000, après on sauve les 40 000, après on sauve les 30 000. Là, on essaie de sauver 20 000. Et donc, c'est vrai que ça fluctue. Mais pour l'instant, ça va toujours de plus en plus bas. Voilà, il faudrait vraiment repasser au-dessus des 29 500 $. 30 000, allez, pour vraiment respirer un peu mieux, quoi. Réinverser la tendance et repartir sur une tendance haussière pour aller, pourquoi pas, à 50 000. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, c'est un peu comme tout le monde. On est tout en bas. Il y a certains qui arrivent pour essayer de sauver un petit peu ou des points d'entrée, puisque c'est bas. Mais attention, parce que les prochains niveaux on est proche de supports importants qu'il conviendrait de ne pas casser ou trop abîmer pour éviter une chute supplémentaire. Et on est encore très loin de niveaux qui permettraient, sur les actifs qu'on vient de décrire, qui permettraient de revenir à une tendance plus neutre, en tout cas moins baissière. Merci beaucoup, Christian. On se retrouve lundi prochain. Vous serez avec nous pour nous accompagner lundi prochain également pour le plan de trading avec Bourse Direct. Christian Sanson, responsable des formations de Bourse Direct, qui était avec nous en plateau aujourd'hui. Et à quelques jours du démarrage des publications d'entreprises, à commencer par celle du secteur bancaire américain, focus justement sur le secteur bancaire en Europe, précisément avec les équipes d'Axiom Alternative Investment et David Benamou qui était avec nous en fin de semaine dernière, associé gérant d'Axiom AI, les grands spécialistes du secteur bancaire à travers la dette bancaire, mais à travers les actions bancaires en Europe. Le secteur bancaire en Europe a connu un run magnifique entre son point bas fin 2020 et le point haut des marchés au début de cette année 2022, et puis le déclenchement de la guerre en Ukraine a marqué un coup d'arrêt à la tendance. État des lieux et perspectives pour ce secteur bancaire européen, donc avec David Benamou, associé gérant d'Axiom Alternative Investments. Alors, on est revenu à des niveaux assez bas et plutôt, quand on raisonne en price to book, on est à peu près à 0,42 en moyenne sur le secteur bancaire européen aujourd'hui, ce qui nous place en fait pas loin de mars 2020. Donc, on est vraiment à des niveaux extrêmement bas. Alors, ce qu'il y a très intéressant, c'est que juste avant la rupture qu'on a connue avec le conflit ukrainien, on avait sur le secteur bancaire européen tous les clignotants en vert. C'est pour ça que les banques européennes se revalorisaient. Alors, les clignotants, c'est quoi ? C'est d'abord le niveau de capital réglementaire qui est très élevé, les prêts non performants qui sont à des niveaux historiquement bas, et puis la profitabilité qui était revenue et les perspectives qui étaient celles tout simplement d'un changement de contexte de taux, c'est-à-dire que je rappelle un élément fondamental, c'est qu'avec des taux négatifs, chaque euro déposé dans une banque doit être redéposé à la Banque Centrale Européenne, et c'est moins 0,50, enfin c'était moins 0,50, ça l'est d'ailleurs toujours encore, toujours, au moment où on se parle. Et c'est un coût pour les banques, c'est-à-dire qu'on est depuis des années dans une situation où les banques ne peuvent pas repasser ce coût négatif à leurs clients, et la conséquence de ça, c'est qu'elles supportent un coût qui est très très important. Voilà. Donc on était dans ce contexte-là et on voyait cette perspective changer et les taux sortir du territoire négatif, et on sait que c'est une source vraiment de profitabilité très importante pour le secteur, parce que ça leur permet non seulement de ne plus perdre l'argent sur les dépôts, mais aussi de gagner en marge, parce qu'évidemment lorsqu'une banque capture des dépôts, elle va rémunérer les comptes, mais elle capture une marge entre les deux. C'est le métier de transformation naturel de la banque, la marge d'intérêt.
Voilà, donc on avait de nouveau tous ces clignotants qui étaient ouverts. Le conflit ukrainien, alors il a fait plonger le secteur, d'abord dans je dirais une tendance ou une habitude assez classique qu'on a maintenant depuis quasiment une décennie. Dès que je dirais il y a un conflit ou dès que les marchés éternuent un petit peu, le secteur bancaire prend en premier. C'est quoi la mémoire de la grande crise financière toujours? Ouais, exactement. La méfiance, cette espèce de bêta plus important qu'a le secteur. Donc il y a eu ce réflexe-là qu'on a vu. Et puis après, c'est installé, je dirais, quasiment le détricotage de tout le scénario macroéconomique qui avait poussé les banques, la croissance, en tout cas, de la revalorisation du secteur, à savoir des risques de récession. Et puis, si on avance un petit peu dans le temps, aussi une très difficile compréhension de ce qu'allaient faire les banques centrales, avec deux scénarios possibles, soit un coup d'arrêt très très fort en montant les taux directeurs au-dessus des niveaux d'inflation, tout simplement, ou alors un ralentissement, tout simplement. Et là, depuis des mois, on voit le marché qui oscille entre ces deux scénarios. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on regarde le secteur aujourd'hui ? Si on fait le tri entre les inquiétudes psychologiques... le bruit, la réalité. Voilà, le bruit, la réalité. La première chose, c'est qu'on a un secteur qui reste ultra capitalisé. Bon, premier point. On a un niveau de prêt non performant qui est historiquement bas. Même si on le double, ça ne mettra aucune banque en faillite et ça ne les rendra pas improfitables. Aujourd'hui, on est sur des trends de return on equity, de retour sur fonds propres qui sont presque de 10%. Donc on a complètement changé de contexte. Le taux de croissance des prêts aujourd'hui est de l'ordre de 5 à 6% par an. Donc on est vraiment sur un secteur qui est à nouveau en pleine dynamique de croissance. Bon. Alors, on entend aussi à nouveau Monsieur Enria qui Donc là, c'est la question des dividendes, du retour aux actionnaires. Il y a eu la pause Covid, effectivement, absolument. On a tout suspendu, et puis ça a été réouvert. Et là, entre la crise géopolitique, le risque économique, de fragmentation et autres, on voit donc le chargé de la supervision bancaire au sein de l'institution européenne, c'est ça ? Le BA. Ouais. Le BA, nous dire de manière répétée depuis quelques jours, quelques semaines, attention, il faut regarder vos trajectoires de fonds propres, regarder votre politique de distribution, il faut que vous soyez en ordre de bataille pour ce qu'on appellera une récession économique, pour dire les choses. Alors d'abord, c'est toujours assez compliqué de comprendre ce qui se passe disons, sur le secteur bancaire européen, puisque on a des rôles qui sont divisés, les uns parlent, les autres aussi, donc c'est toujours un petit peu difficile de comprendre. Alors Monsieur Enria, il a tout le torpeur, donc c'est pas compliqué, lui il est toujours inquiet. Donc, c'est un peu le rôle d'un superviseur, mais voilà, bon. Donc c'est pas étonnant de le voir dans cette posture. Ouais. Alors après, lorsqu'on regarde, par exemple, les anticipations aujourd'hui, les dividendes futurs, on est déjà avec une décote supérieure à 50%. Alors qu'en réalité, le marché anticipe que seulement 50% des dividendes prévus seront versés par les banques. Exactement. Donc voilà, aujourd'hui, le rendement sur dividendes tel que les banques ont prévu de le verser est à peu près de 8% en moyenne. Et il faut rajouter à ça les programmes de rachat d'actions. Alors, il y a peut-être une question sur les programmes de rachat d'actions. Si on ajoute les programmes de rachat d'actions et que la BCE laisse les banques mener à bien ces programmes, on va monter à peu près à 12 de rendement boursier. Donc, c'est énorme. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, on a des niveaux qui sont très bas, avec des inquiétudes qui sont légitimes, mais que nous, on considère comme relativement exagérées. Est-ce que la psychologie de marché, et c'est vrai que pour l'instant, c'est difficile d'avoir beaucoup de visibilité sur la trajectoire de croissance de la zone euro, il y a beaucoup de facteurs qui ne sont pas entre les mains d'ailleurs des économistes, liés à la crise géopolitique, etc. Et dans ce contexte de marché, effectivement, la psychologie, vous l'avez dit vous-même, fait qu'on est tout de suite averse au risque, et quand on regarde le secteur bancaire, c'est un des secteurs avec le plus de bêta, de sensibilité au marché, c'est le truc qu'on n'a pas envie d'avoir. Est-ce que les éléments fondamentaux que vous citez peuvent néanmoins l'emporter, inciter quand même certains investisseurs à se tourner vers ce secteur, malgré un contexte politique, économique qui semble assez adverse pour ce type d'investissement aujourd'hui? Autrement dit, que vous demandent vos clients aujourd'hui, David? Alors absolument. Et ça, c'est tout à fait intéressant, c'est que malgré ce contexte, malgré ces inquiétudes, aujourd'hui, notre fonds Action European Bank Equity, est le premier
collecteur, c'est celui qui a récolté le plus de souscriptions depuis le début de l'année. Des fonds sur toute la gamme. Absolument. Donc on voit en fait cette réallocation. Alors les gens sont inquiets, tous n'y vont pas ou commencent à y aller, mais tout le monde sent bien que certes il y a un contexte qui n'est pas rassurant, avec beaucoup d'incertitudes, mais malgré tout, je crois que les gens ont quand même conscience des fondamentaux, qu'on est en train de changer d'époque pour le secteur bancaire, et que voilà, lorsqu'on regarde des métriques en fait objectives, on se rend compte que c'est quand même solide. Ouais. Dans le reste de votre gamme, parce que c'est vrai que là on se focalise sur les actions bancaires, mais historiquement vous êtes des spécialistes de la dette bancaire en Europe notamment. La gamme est quand même très large aujourd'hui. Sur la collecte que vous enregistrez une collecte nette positive depuis le début de l'année, David, donc une bonne partie va sur les actions. Comment se répartit l'autre partie? Là, les clients qui viennent chez Axiom, qu'est-ce qu'ils viennent chercher pour ceux qui ne cherchent pas spécialement les actions bancaires européennes? Alors la deuxième allocation, c'est notre fonds short duration, Axiom Short Duration. Évidemment, il n'y a rien de surprenant là-dedans, puisque en période de volatilité, ou en tout cas d'incertitude sur ce qui va se passer sur la courbe des taux, les gens sont venus sur des fonds à duration faible. Et bon, comme le portefeuille était très très en cash en fait depuis le début de l'année, il a relativement bien résisté à la baisse, et donc là on profite des opportunités de marché. On arrive sur des rendements aujourd'hui pour ce fonds qui est short duration de 4,7%. Donc c'est... Ah oui. Ouais. Et ça, c'est pour des clients qui cherchent quoi, à placer leur argent pour quelque temps, tactiquement, sans essayer d'en perdre, justement. Je crois qu'il y a deux optiques. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils savent pas exactement quoi faire, donc ils voient que le fonds en fait a une volatilité historique qui est faible et une duration faible, donc c'est pour eux, je dirais, temporaire en attendant de redéployer, et d'autres regardent le rendement annualisé sur long terme. Ça reste 2% aujourd'hui de rendement annualisé, et c'est ce que ce fonds est censé faire, donc voilà, il y a vraiment, on a les deux utilisations, mais en tout cas beaucoup je dirais de souscriptions, d'engouement pour cette stratégie. Ouais. Dernière question, la question M&A, David. BNP Paribas, ABN AMRO. Bon, alors c'était il y a quelques semaines, effectivement. Est-ce que c'est pas une petite histoire? Est-ce que c'est le début d'une histoire, sachant que BNP a été peut-être la dernière grande banque européenne à mener une acquisition d'envergure? C'était Fortis à la sortie de la grande crise financière, si je dis pas de bêtises, David. Ils avaient fait BNL, l'Italie, etc. Donc ils ont cette capacité à le faire. Ils ont vendu Bank of the West aux États-Unis. Ils ont de l'argent pour le faire. Est-ce que c'est le début d'une histoire? Alors, BNP, c'est la banque la mieux placée quasiment pour faire du M&A en Europe aujourd'hui, pour deux raisons. Ils ont un track record qui est assez remarquable, et puis ils viennent de sortir des US, donc ils ont pas mal de sous à dépenser, entre guillemets. Donc eux, ils sont prêts, et donc c'est le candidat, je dirais naturel. Absolument. Ensuite, on a d'autres candidats. Unicredit, Monsieur Orcel, qui est un homme du M&A, il est là aussi pour améliorer la franchise locale en Italie. Donc, oui, clairement, on est en train de changer d'époque, changer d'air. On était les 10 dernières années dans un secteur bancaire en restructuration, où le management était là pour couper les coûts, faire des augmentations de capital, Et pendant toute cette période-là, à chaque fois que je vous ai posé la question M&A, vous avez été très très prudent en disant oui, localement, domestiquement, notamment en Italie ou en Espagne, il y a des choses qui se font et qui doivent continuer à se faire. Mais sur l'idée d'une fusion européenne, pan-européenne, vous avez toujours été très très prudent. Vous dites là, si l'histoire change, c'est peut-être demain quelque chose qui redevient possible. Oui, alors il y a toujours des sujets réglementaires un peu compliqués à traiter, mais en tout cas, de manière certaine, on a aujourd'hui des candidats en M&A qui sont capables de le faire. BNP, c'est le meilleur exemple, mais il y en a d'autres. Ouais. David Benhamou qui est avec nous en toute fin de semaine dernière pour évoquer donc ce focus sectoriel autour des banques européennes, spécialiste du secteur et associé gérant d'Axiom Alternative Investments. Voilà pour cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct pour une nouvelle heure ensemble sur Bismart.